Bonjour les petits champignons. Aujourd'hui, on va parler du cyborg et du transhumanisme dans l'art. Alors depuis plus de 50 ans maintenant, c'est vrai que la question du transhumanisme a fait un peu sa place dans la science-fiction, notamment dans plusieurs romans, tels que ceux de Philip K. Dick ou Arthur C. Clarke. Et en fait, il y a aussi une consommation de films bien présents, tels que les films Blade Runner, Her ou encore Ghost in the Shell, avec des séries aussi comme Westworld, Real Humans ou Black Mirror. Et donc en fait c'est cette culture populaire quelque part qui va démocratiser les idées évoquées par la pensée transhumaniste. C'est cette culture populaire qui fait que l'on peut dire que l'art peut être un moyen de faire avancer les choses. Le terme transhumanisme, c'est un terme lui qui a été utilisé pour la toute première fois par le biologiste Julian Huxley en 1957. Et ce dernier a défini le terme comme un homme qui reste un homme mais qui parvient à se transcender lui-même en déployant de nouvelles possibilités pour sa nature humaine. Ce mouvement de pensée consiste à utiliser la science et la technologie moderne pour augmenter les capacités physiques et mentales de l'homme. Quand bien même l'objectif final de cette démarche serait d'atteindre l'immortalité ou l'imperméabilité de l'homme aux maladies, aux blessures et au temps, il est nécessaire aussi de rappeler qu'une simple amélioration, dans un but vital ou non, est aussi une démarche vers le transhumanisme. La question alors à se poser, c'est en quoi l'art peut-il être un vecteur pour l'avancée de la démarche transhumaniste. Dans l'histoire de l'art a toujours été impacté par les nouvelles technologies. En effet, à chaque découverte technologique peut correspondre une révolution, mineure ou majeure dans le domaine de l'art. L'art transhumant, aussi appelé bio-art, est un art qui nous vient tout droit des laboratoires de recherche et que certains artistes se sont appropriés. Il est souvent accompagné d'implantations au sein du corps ou d'ajout d'une prothèse pour améliorer une compétence ou un savoir. Le tableau d'Auto-Dix, par exemple ici, représente les joueurs de skat en 1920. Ça représente déjà des prothèses corporelles. On est ici face à une scène quotidienne où des hommes jouent au skat, un jeu de cartes populaire en Allemagne. Ces hommes sont assis dans un café de Dresde, une ville allemande. Il manque de la peau sur la tête du personnage central, il a été scalpé. Scalper, c'est une pratique guerrière qui consistait à détacher une partie du cuir chevelu d'un adversaire, mort ou vivant. Le scalp devenant un trophée de guerre. Il a 2 moignons à la place des jambes qu'il a perdues à la guerre. Il a un œil de verre et pas d'oreille. Le personnage de gauche, lui, n'a pas de main. Les cartes sont tenues entre ses dents ou posées sur un socle. Il a perdu ses 2 bras à la guerre, alors il joue aux cartes avec un pied et une main articulées. Il ne lui reste qu'une jambe, l'autre étant une jambe de bois. Son visage est brûlé avec des cicatrices, et il a perdu un œil. Un tuyau lui sert alors à entendre la conversation, puisqu'il a perdu l'audition. Le personnage de droite n'a pas de jambes, il a 2 mains, l'une est articulée et l'autre est une prothèse. Celui-ci porte aussi une croix de fer allemande, une médaille, une décoration militaire qui a été établie en 1914. Cette croix, en fait, montre que le personnage est allemand et qu'il a fait la Première Guerre mondiale. L'extrémité du nez est lui recouvert d'un bandeau de cuir noir, une fausse mâchoire en métal. Ici, nous sommes face à des représentations des gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Du XXe siècle à nos jours. Commençons par Téléprésence Garmen, d'Edward Ockach. C'est un vêtement sans manches ni jambières qui contraint celui qui le porte à se déplacer à genoux. Le porteur est rendu aveugle par la cagoule opaque qui est équipée à gauche d'une caméra CCD et à droite d'un récepteur audio. L'autre, comme le nomme l'artiste, peut être contrôlé à distance, les déplacements du porteur de cet habit. Ainsi, le Zomborg, un mix entre zombie et cyborg, est devenu l'hôte de l'autre, qu'il utilise les technologies donc de téléprésence ou les biotechnologies. Agaculture est ici un projet de Michael Burton et Michiko Nitta en 2010. Ils conçoivent une nouvelle relation symbiotique entre les humains et les algues. Ils proposent un avenir où les humains seront améliorés avec des algues vivant à l'intérieur de nouveaux organes corporels, nous permettant d'être des semi-photosynthétiques et nous permettant alors presque de devenir végétal en nous nourrissant de la lumière. En tant que tels, nous serons des symbiotes, ce qui signifie que les 2 entités dépendent entièrement l'une de l'autre pour leur survie, entrant donc dans une relation mutuellement bénéfique avec les algues. Rebecca Horn crée elle des outils en cuir référencés dans le body art, car celle-ci les met en scène dans des performances filmées. Dans Pencil Mask en 1972, le sujet porte un masque fait de lanières de cuir dont les intersections sont dotées de crayons. La tête dessine alors sur un mur, dans une chorégraphie aussi pénible que poétique.
Tony Horsley est lui une figure pionnière de l'art des nouveaux médias depuis le début des années 80. Nous présentons ici 4 bots d'IA chimériques, construits avec des techniques mixtes et des éléments en verre soufflés à la main. Ces œuvres sont légèrement humaines. Leur physicalité existe comme quelque chose d'un peu plus petit que la nôtre. Elles ont des torses, des yeux, des bouches, elles appellent et semblent même émouvoir. Aux côtés des robots autonomes se trouvent des œuvres murales juxtaposées de sa série de reconnaissance faciale, incrustées d'écrans vidéo représentant des bouches et des yeux. Selon l'artiste, l'une de ses intentions est d'inviter le spectateur à se regarder sous un autre angle, celui des machines que nous avons récemment créées. Ear on Arm de l'artiste australien Stellark est, en plus d'être une performance artistique, une performance chirurgicale inédite pour l'époque. C'est grâce à ce type de performance artistique avec prise de risque et cette découverte de l'inédit que les avancées technologiques se créent, et pas seulement dans le domaine de la médecine. Pour Ear on Arm, le même processus a été utilisé chez de vrais patients à qui il manquait des bouts d'oreille. Mais avec Amplified Body, Third Hand en 1980, l'artiste s'équipait déjà d'un appareillage le dotant d'un troisième bras, attaché à son bras droit. Ce dispositif, fabriqué au Japon, est commandé par des signaux émis par les muscles du ventre et des cuisses de Stellark. 2 simulateurs musculaires permettent au bras de s'animer et à la main d'agir. Cette dernière possède des capteurs tactiles et peut saisir ou lâcher des objets. Neil est lui un artiste, mais aussi le premier être humain sur Terre à être reconnu comme un cyborg, et ce depuis 2004, grâce à son iBorg. Neil a participé à la redéfinition de l'être humain. Il possède une antenne directement reliée à son cerveau et qui lui sort du crâne. Celle-ci permet de transformer les couleurs en ondes sonores via conduction osseuse. Il est atteint d'arachnomatopsie. Neil ne voit pas les couleurs, il les entend. De plus, le nouveau sens de Neil lui permet de capter une partie du spectre colorimétrique beaucoup plus importante que l'œil humain. En effet, Neil peut entendre les ondes sonores des couleurs ultraviolettes et infrarouges. Kazi Zekescher, avec Dystopie en 1994, propose un inventaire d'une excroissance cutanée bizarre. Une pathologie pas seulement dermatologique mais culturelle. Comment peut être la perte progressive, mais croissante, de l'identité et des moyens de communication dans un environnement technologique qui favorise l'anonymat et le conformisme. Parlons aussi du collectif Art Orienté Objet, où Marion Laval-Janté et Benoît Mangin, 2 artistes qui commencent à prélever des fragments de leur peau qu'ils mettent en culture dans un laboratoire appelé culture de peau d'artiste. Les morceaux d'épiderme, ainsi obtenus, ont ensuite été déposés sur des dermes de porc pour enfin être tatoués de représentations d'espèces animales en danger. Orlan, elle, a toujours fait œuvre de son corps et incarné dans sa chair toutes les complexités identitaires. Opéré, scanné, remodélisé en 3D, virtualisé, hybridé, cloné, son corps interroge et fait débat. Pour chacune de ses œuvres et performances, elle convoque de nouvelles technologies, qu'elles soient scientifiques, médicales ou biologiques, algorithmes et autres data. À l'occasion de l'exposition Artistes et robots, l'Orlanoïde est une œuvre dotée d'intelligence artificielle et collective, est animée et dialogue avec 2 visages de l'artiste vidéoprojetés sur un grand écran. Cet humanoïde nous dit combien je est un autre, combien notre identité est faite par l'autre, combien nous sommes autres, comme étrangers à nous-mêmes. Il questionne aussi les enjeux génétiques et technologiques de notre société. Joachim Rodville, avec Vision Machine en 2011, propose un ensemble de prothèses qui forcent à regarder l'art autrement. Dans ses recherches actuelles, Joachim Rodville questionne dans cette série sur comment les gens regardent l'art. Est-il possible de forcer quelqu'un à vraiment voir une œuvre d'art ? Un spectateur doit-il être ouvert à un sujet critique et apprécier une peinture ? Les œuvres réalisées pour l'exposition influencent l'espace situé entre l'observateur et l'objet d'art. Le processus de regarder l'art et la perception elle-même sont remis en question à travers une série d'objets et de documents photographiques. Ils révèlent la propre façon de voir du spectateur et fournissent une passerelle alternative au processus de visualisation. Alter, de Justin Emar, est un robot humanoïde qui semble s'éveiller au monde lorsqu'on l'active. Sa singularité réside dans ses mouvements qu'aucun humain n'a véritablement anticipés, car c'est une intelligence artificielle qui les crée avec une extrême précision. Il est totalement autonome grâce à ses capteurs renseignant son réseau de neurones sur l'environnement, qui est le sien. Il invente littéralement sa gestualité selon les contraintes et les articulations qui sont semblables aux nôtres. Il
ou possiblement elle, puisque la machine est sans genre, semble découvrir le robot inactif, dont il est en fait le double ou la seconde version. La mémoire ou l'esprit de l'Alter 1 ayant été transféré sur l'Alter 2. On pense alors à une forme de réincarnation, mais sans chair. Le film Soul Shift de Justin Emar, c'est la promesse d'une possible rencontre entre une version antérieure de soi-même. En face à face, l'alter actif nous apparaît comme intrigué par l'inertie de cet autre dont il est issu, au point de s'en approcher dans un mouvement mêlant la reconnaissance et l'affection. L'homme n'a jamais eu l'impression de se suffire à lui-même. Il ne s'est jamais contenté ni de ce qu'il est, ni de ce qu'il a, et ce ne sera sûrement jamais le cas. Aucun d'entre nous ne déroge à la règle. Nous cherchons à nous améliorer constamment, que ce soit dans ce que nous faisons ou ce que nous sommes. Nous venons de voir que plusieurs personnes sont capables de devenir des cyborgs, que ce soit dans un but artistique ou technologique. Ces derniers posent les premiers édifices d'un changement les plus importants pour l'espèce humaine. Vouloir faire avancer les technologies au point de se l'insérer dans le corps, la rendre indissociable de ce qu'ils sont et de leur esprit. Et tout ceci met en exergue un changement brutal de la vision que l'on se fait de l'espèce humaine et des barrières qu'on avait l'habitude de lui imposer. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Sur ce, restez créatifs. Au revoir.